On va passer maintenant à une session Oups avec différents cas cliniques et on va demander à Monsieur Néret, Jean Langlois, Vincent Villa et Frédéric Dubrana de monter sur le podium pour nous donner leurs avis, et on aura en visio Francesco Benazzo, Nanné Corte et Haroun Mouladji. Et Peter Verdon, pardon. Est-ce qu'on a tout le monde? Hello Peter, Aaron. Hello. Sorry, we are a little bit late. Merci, la réunion est terminée. Parfait. Alors, le premier cas clinique, à propos d'un problème d'espace fémorotibial. Donc, t'avais un petit texte de... T'avais pas? Bah, tu le connais. Ouais. Donc on va voir quelques problèmes rencontrés au cours d'une chirurgie d'UNI, principalement UNI interne, mais également UNI externe. Et je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, mais on va essayer de discuter un maximum à propos déjà de ce premier cas. Alors c'est un cas d'arthrose fémorotibiale interne. On a une IRM puisque le patient est venu avec. Et l'axe est de 173 degrés. Vous voyez ici la pente tibiale sur le profil qui est de 11 degrés. Et ce patient, c'est moi qui l'ai opéré, avec un ancillaire mécanique, en commençant bien comme souvent par le tibia, une résection assez classique, en contrôlant la coupe tibiale qui paraît plutôt pas mal, 6 mm environ d'épaisseur. La pente semble plutôt respectée sur cette coupe tibiale. Et voici la vidéo du premier essai suite à la coupe tibiale. Donc je vous laisse apprécier le testing. Voilà, donc clairement la coupe, enfin en tout cas le testing est très serré avec une expulsion du spacer en flexion. Alors, je voulais déjà commencer par demander aux experts s'ils utilisaient principalement des ancillaires mécaniques ou alors des aides au positionnement. Est-ce que c'est une situation que vous rencontrez fréquemment au cours de la chirurgie? Et comment vous allez manager, en fait, prendre en charge cette coupe tibiale? Peut-être Monsieur Néret pour commencer, si vous voulez bien. Oui, effectivement, là c'est un petit peu serré. C'est encore plus serré en flexion. Donc la première idée, mais des fois ça conduit à un geste excessif, c'est d'essayer de recouper, puis surtout d'augmenter un peu la pente en flexion, quoi. Donc d'augmenter la pente, mais voilà, c'est pas toujours la solution. Pour l'instant, on n'a pas touché au fémur, on a fait que la coupe tibiale. On peut se dire que si c'est trop serré en flexion, c'est que il n'y a quand même pas assez de pente. Voilà, c'est la première idée. Vincent, est-ce que tu utilises un ancillaire mécanique et est-ce que tu as souvent ce... Oui, tout à fait. J'utilise un ancillaire mécanique. J'utilise le même ancillaire que tu as utilisé pour cette chirurgie. Et effectivement, ce genre de situation peut m'arriver. Et en règle générale, je fais une augmentation de pente avec une recoupe du tibia. Et je le fais en règle générale à main levée, pour vraiment retirer le moins possible et éviter de surcouper. Est-ce que vous faites un cliché d'ampli parfois, si vous voulez vérifier l'axe, la coupe en varus, enfin le varus tibial dans la coupe, ou pas? En ce qui me concerne, je ne fais jamais de cliché d'ampli pour la chirurgie prothétique. Mais après, je n'ai pas
spécialement d'avis. Frédéric? Non, moi j'utilise un ancillaire mécanique. Il m'arrive d'avoir ce type de problème. Moi je suis un chirurgien non expérimenté, donc je peux avoir effectivement des coupes trop serrées. Je n'utilise jamais pour le genou d'amplificateur, mais ça pourrait être une idée effectivement pour contrôler éventuellement. Alors, pardon Frédéric, juste, est-ce que tu as des trucs et astuces donc, pour resséquer suffisamment? Quels sont tes trucs et astuces? J'ai un truc et astuce pour recouper. Mais par contre, toi, ton cas, 2 commentaires. D'abord, il a un petit flessum, je pense, ton patient, avant la chirurgie. Et la prothèse unie, il gardera son petit flessum. C'est très difficile de faire partir le petit flessum quand tu as un flessum sur une unie au départ. Tu as vraiment beaucoup. Enfin, la l'ancillaire que moi j'utilise. Alors, je vérifie qu'il n'y ait pas d'ostéophyte vers les épines tibiales, que j'ai rien laissé devant, qui des fois peut me faire un petit flessum de. Tu vois, je veux dire. C'est le premier point. Ensuite, il est très peu usé. Tu vois, il y a tout le cartilage qui est là. Et dans l'ancillaire que moi j'utilise, on part du principe qu'on a déjà 2-3 mm d'usure sur le fémur, du moins en extension. Ce qui fait que là, j'aurais mis comme toi mon spaceur, mais sur un genou où le cartilage est toujours présent, ça n'a plus beaucoup de valeur. Donc déjà, mon ancillaire serait un petit peu faussé pour ça. Et pour la coupe en flexion, je ne suis pas du tout inquiet, puisqu'en fait, la coupe en flexion, tu la fais par rapport au tibia, tu coupes exactement ce que tu vas mettre. Donc ça, c'est pas trop le souci. Le souci, c'est l'extension. Alors quand je recoupe en extension, j'ai un petit truc qui marche bien, mais il faut bien avoir la lame de scie en main. Je me concentre, je ferme les yeux, et puis je ne laisse pas l'interne faire, là, par contre. Et je mets la lame de scie juste parallèle au plateau tibial, et je commence à attaquer. Et le secret, c'est de réussir le premier centimètre. Donc tu lances la lame de scie à fond. Il faut que sur ton premier centimètre, ta coupe, et ça c'est faisable, la lame de scie, fasse 1 à 2 mm grand maximum, de vue, tu arrives. Et puis quand tu as réussi ton premier centimètre, tu t'appuies dessus pour finir la coupe. Et ça marche très 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 bien. Mais il ne faut pas louper le premier centimètre. Il ne faut pas non plus le second secret. Il faut lancer la scie à fond. Il ne faut pas se mettre la scie au contact et je lance la scie au contact de l'os. Ça dérape et ça ne marche pas. Donc mon petit truc, il est là quand je dois recouper. Et je le fais rarement, mais ça m'arrive et ça marche bien. J'arrive à sortir une petite pellicule. Ouais. Simplement une petite remarque. Moi, je sais que je n'aurais pas fait une INI ici, dans ce cas, parce que l'image qui est sur le plateau tibial interne m'inquiète. Et je n'aurais pas fait d'UNI parce que je pense que quand les patients ont ce type d'image, c'est comme quand ils ont une très grande ostéocondensation du plateau tibial interne, ils finissent toujours avec des douleurs sous le plateau interne. Alors bon, au niveau qualité osseuse tibiale, il n'y avait pas de souci. Il n'avait pas un énorme flexum préopératoire, mais comme il était serré quand même pas mal aussi en extension et en flexion, j'ai pas augmenté la pente forcément, d'autant que la coupe tibiale, la résection tibiale me montrait que j'avais plutôt coupé de manière satisfaisante par rapport à la pente anatomique, et donc j'ai recoupé de 2 mm chez ce patient, en remettant un guide avec résection de plus 2 mm. Voilà un petit peu l'aspect péropératoire avec les essais. Puisqu'avec le spacer, après recoupe, c'était tout à fait stable. Donc je suis passé à l'étape fémorale, et on voit ici une instabilité de l'implant d'essai tibial. Peter, qu'est-ce que tu fais dans cette situation une fois qu'on a recoupé au tibia et que tu as un plateau d'essai tibial instable? I think this is starting to get a little bit more complicated. My first take on this would be, again, to correct the slope a little bit. But I would need to be very sure if the tibial was cut good or bad in the beginning. So the only other solution that I see in these cases is maybe to correct the femoral position a little bit and anteriorize. But I don't know that type of implant, so I don't know if that's technically possible. Aaron, what do you do in this case with instability of the tibial trial? Ah, on n'entend pas. On n'a pas le son. I think the tibial slope is probably less,
and therefore it's tight in flexion, and so it's springing out. Okay, so you recut the tibia, freehand? Yes. I use navigation for a fixed bearing, so yes, I would recut it. Okay. Just one remark, we're sure that the medial meniscus is completely removed, right? In the back, we didn't see any image. Good point, Peter. It's very important to check the posterior horn of the medial meniscus is removed. But it is. Messieurs, est-ce que vous avez également d'autres choses à dire? Non, au départ, moi j'aurais pensé que j'aurais recoupé un peu sur le tibia, mais peut-être que ça aurait pas en postérieur, mais ça aurait peut-être pas amélioré les choses, parce que quand on regarde le genou, quand il est en extension, on voit bien que le composant fémoral, il est trop en arrière, il est positionné en flexum, parce qu'on s'en rend compte, parce que sur le genou en extension, il arrive sur à peu près un tiers antérieur du plateau tibial. Et donc c'est là où ça devient compliqué, parce que pour changer le fémur, c'est très compliqué. Et on se dit, ben, on va augmenter un peu avec la pente tibiale. Mais moi, il m'est arrivé il y a très longtemps de finir avec, je crois, 16 ou 18 degrés de pente tibiale sur le plateau, et ça tiltait tout le temps. Donc peut-être qu'il faut se porter sur le fémur. Là, voilà. Alors comment on peut modifier, une fois qu'on a fait les coupes et mis l'implant d'essai fémoral, la position du fémur? Est-ce qu'on peut le modifier? Vincent, est-ce que tu irais vers cette option? Alors en ce qui me concerne, j'ai jamais modifié la position du fémur une fois que j'avais implanté les implants d'essai. Donc je pense que effectivement j'aurais plutôt misé sur un geste sur le tibia, comme j'avais pensé le faire à la première étape, mais en tout cas j'ai jamais retouché le fémur une fois qu'il a été fait. Peter and Arun, it seems the femoral component trial is too much in flexion. Can we change the position now at this stage? Yes, you can change it. You can probably downsize it a little bit. One size fits all. Well, if the central plugs are already drilled, it gets a little bit more complicated. However, cement can work and can be your friend in these cases, but this is really, really, really exceptional. What I would do in these cases is I would test it. Your tibial component is in place. The femoral component is not yet done or cut. At that stage, you can still anteriorize your femoral component by just taking off a little bit of the cartilage. If you're really in between, in an in-between situation, and by that, anteriorize the femoral component at that stage. Once the trial is in, it starts getting really complicated, essentially when the plugs are already drilled. Also, can we see the lateral X-ray? The preoperative lateral X-ray, because a lot of these patients can have slope up to 20 degrees. So the slope is 11 degrees. I think it goes with my remark. Do you have any ethnic background of this patient? The medical history? Ethnic background. I mean, I question because Middle East patients tend to have a huge rollback, completely different than a Caucasian patient. And sometimes if you're doing Western medicine on Eastern patients, you can get really surprises. So that's why I ask. It is in considering the slope, it's considering a number of factors that we are not really used to once in a while. That can be surprising. Quand on commence l'opération, si on n'a pas de robotique, on peut tracer la Lyon Skyline. C'est-à-dire qu'on met le genou en extension et au bistouri électrique, on
trace sur la partie la plus antérieure du contact avec la corne antérieure du ménisque interne, la zone. Et ça permet en général de ne pas décaler la pièce fémorale trop vers l'arrière et en flexum. Donc peut-être que la meilleure mesure, là, elle est préventive, je dirais, parce qu'effectivement, là, c'est plus compliqué de le modifier à ce stade-là. Mais l'idée au départ, c'est de ne pas avoir ce problème. Et pour ne pas l'avoir, il faut non seulement avoir la ligne du Brana, mais la Lyon-Skyline en extension. Alors les points qu'on voit faits au bistouri électrique sont des points en extension du contact, enfin le plus antérieur du plateau tibial avec le sommet du condyle, et également en flexion. Donc généralement, effectivement, j'utilise un peu ces repères-là. Mais tu le couvres pas du tout le point là. Hein. Ah ouais, mais c'est pour la session oups. Hein, Non, c'est pour la session. Ouais. Ça fait un bon cas clinique. Alors, dans ce cas-là précis, j'ai recoupé en postérieur parce qu'il me semblait effectivement difficile de modifier le composant fémoral. Je ne me suis pas lancé là-dedans. Et franchement, d'un point de vue essai, on était bien en extension et en flexion. Mais effectivement, il y a plusieurs options dans ce cas-là. Et l'idée, effectivement, c'est de ne pas se tromper au départ. Mais je trouve personnellement que c'est pas évident de contrôler la flexion du composant fémoral. On met l'ancillaire en extension, on essaye de ne pas mettre de flexion, mais on évite aussi d'avoir un récurvatum. Il y a les champs en place et c'est pas toujours évident d'avoir la coupe parfaite. Alors ici juste un petit algorithme pour vérifier que les espaces sont bien symétrique. Lorsque, bien sûr, on est serré en flexion et en extension, le premier choix qui semble s'imposer, c'est de recouper au tibia, plus 2 mm. Lorsqu'on a une laxité en extension et qu'on est serré en flexion, on va plutôt penser à une erreur de pente tibiale. Donc, on va recouper pour augmenter un petit peu la pente tibiale. Il faut bien sûr vérifier qu'on a bien enlevé le ménisque interne et la racine postérieure qui peut également rendre instable ce composant en flexion. Lorsque la flexion est stable et qu'on est serré en extension, on peut aussi discuter de modifier la pente. Et lorsqu'il y a une laxité en extension et qu'on est stable en flexion, on a probablement resséqué un peu trop en extension et donc il faut discuter d'abaisser le composant fémoral. Certains implants, en tout cas d'abaisser la coupe, certains implants le permettent lors des essais avant de recouper avant de faire la coupe fémorale. Voilà. Et lorsqu'il y a une laxité dans les deux plans, on va augmenter la taille du spacer, enfin de l'implant au niveau du tibia. Alors ici les radios post-opératoires. Donc on en a un petit peu parlé du coup. Peter and Aaron, what do you think about the post-op X-ray? Is it so bad? From my little screen, I think the femoral component is a little bit more in flexion or too much in flexion. And probably the slope of the tibia is a bit less. So you would increase the slope? I would have had no hesitation in increasing it by 2 degrees. Okay, so you have no limit for the slope? You don't have the limit of 7 degrees, for example? No, uni for me is an anatomical procedure, therefore I follow the patient's anatomy. I have no limits. Especially not the 5 or 7 classic degrees. If it's 11, it's 11. So Peter, if you have 11 degrees, you will try to. This is a target for you. No, if the pre-op situation is 11, I would restore it at 11. Okay. That's where I mean, this is for me a complete anatomical surgery. I would tend to restore anatomy. If it's too abnormal, I would not go in with a uni. Frédéric, est-ce que tu as un truc et astuce pour changer la position du composant fémoral?
Ben, je réfléchissais, non, j'en ai pas. Alors il faudrait, parce que ça dépend de la prothèse qu'on utilise, on pourrait y arriver, mais il faudrait que je diminue d'une taille. Donc si je dois diminuer d'une taille, ça me pose un problème majeur, parce qu'il faut que j'ai gardé ma petite pièce osseuse, que je la remette sur un ancillaire. On peut arriver à faire quelque chose, mais je ne l'ai jamais fait, et je crois que je ne me lancerai pas à diminuer pendant l'intervention. Moi je la trouve plutôt jolie, ta prothèse. Je crois que le vrai problème, c'est qu'au départ, tu pars sur une ostéonécrose, tu pars pas sur une arthrose classique, et tous les ancillaires ont été conçus pour l'espace avec déjà de l'usure fémorale, que là tu n'as pas réellement, puisque tu te retrouves dans un cas d'ostéonécrose. Donc tu as un fémur quasi normal, et puis voilà. Donc ça, il y a un biais, il faut y penser dans l'ostéonécrose, quand on fait des unies compartimentales, on risque d'être un petit peu serré, parce que ça n'a pas été trop pensé comme ça. Je peux avoir le pointeur, je vais te montrer quelque chose. Merci, merci bien. Je ne sais pas si c'est juste, mais je m'étais fait les réflexions quand il y avait les PCA. Quand il y avait les prothèses PCA, il y a beaucoup d'années, quand les genoux étaient en flexion, qu'ils n'étaient pas cimentés, ils se luxaient quand les gens marchaient dans les escaliers. Et on avait pu noter que c'était lié au fait que toujours c'était un angle ouvert ici, comme ça. Et moi, j'ai toujours fait attention, et c'était comme ça dans la prothèse HL-Estornier, que cet angle soit fermé ici, comme ça, pas ouvert, de manière à ce que ça procure une meilleure stabilité et que ça laisse toujours une petite laxité en flexion. Et je pense que ça, c'était quelque chose d'important, et c'est particulièrement important dans les unies externes pour avoir une bonne flexion et pas avoir ces problèmes du fait qu'on corrige le plateau tibial externe qui est convexe. Mais aussi dans les internes, je pense que c'est un rôle. Merci. On a encore 5 minutes, alors c'est peut-être un peu limite pour montrer un deuxième cas, mais on va quand même le faire en lançant quelques questions. Juste rapidement, donc avec la navigation, Sébastien et Cécile m'ont donné ces diapos qui montraient que effectivement la flexion du composant fémoral va influencer le gap au niveau de la flexion et également en extension. Et avec l'ancillaire mécanique, il reste quand même difficile d'être toujours parfaitement positionné, je pense. Et c'est un des avantages de la robotique et de la navigation aussi, d'anticiper cette flexion fémorale. Ce deuxième cas clinique d'une patiente de 84 ans, c'est un genou gauche, elle a des douleurs importantes du compartiment interne avec une canne qu'elle utilise en permanence. Elle marche essentiellement chez elle et avec un périmètre très limité à l'extérieur, de bonne mobilité articulaire. Elle a une arthrose relativement modérée, grade 2, et un HK à 174. Vous avez les radios ici, avec un pincement qui est relativement modéré. C'est moins sur un problème péropératoire, mais imaginons que, comme le fait Guillaume, on fait un cliché d'ampli péropératoire. Est-ce que, si votre implant est positionné comme ici sur les clichés d'ampli, est-ce que vous voyez quelque chose à critiquer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déplaît sur ces radios post-opératoires ou ces clichés, ces radios péropératoires? Alors... Jean? Non, je vois rien de spécial à critiquer. Monsieur Néret, je vous voyais hocher la tête. Peut-être que sur le composant fémoral, il ne suit pas les condyles en arrière. Il est pas... Gérard Deschamps, il aimait bien quand le patin fémoral, il est aligné sur les deux condyles. Ici, il est comme ça, on le verrait plus comme ça. Voilà. La pente est peut-être pas très importante aussi. La pente tibiale est peut-être pas très importante. Mais le radio préopératoire était aussi très importante. On est surpris peut-être du débord médial quand même vers les épines. On a dépassé l'épine. Et on risque d'avoir une fracture du plateau. Il faut surtout que quand on dépasse l'épine, si on va trop loin avec la scie réciprocante, tac, on peut avoir apparaître secondairement une fracture du plateau. Alors, les épines ont effectivement probablement été un petit peu entamées et
Peter or Arun, what do you think about these post-op X-rays? Peter, first. From the little films that I can see, I'm not familiar with this implant, but it looks pretty good to me. Okay. Peter? The only comment, again, it's the same situation like Aaron. The screen is not that big. There might be a direction difference between the femur and the tibia. That's the only thing that I see on the AP view. The tibia component might be completely different in direction than the femoral component. But again, that's the only thing that I see that maybe could worry me. Ok, thank you. En pratique, effectivement, le composant tibial, il était un petit peu médial, mordant un petit peu sur les épines, et l'évolution, ça n'a pas été tellement une réelle fracture du plateau, mais un enfoncement assez précoce finalement. On est à 2 mois post-opératoire avec un enfoncement et une déformation clinique en varus, avec une patiente qui évidemment n'allait pas bien du tout, qui continue à utiliser sa canne, voire les deux. Et si on revient sur les radios post-opératoires initiales, a priori on a plutôt respecté le varus tibial. En revanche, le composant était non pas sous-dimensionné parce que sur le profil il est relativement bien couvrant, mais par contre il est trop externe, le composant tibial. Et puis surtout on a abaissé l'interligne, donc en os probablement un peu plus fragile et des contraintes inadaptées sur le composant tibial. Et tu n'as pas d'appui cortical non plus. C'est ça. L'implant est trop latéral, donc on n'est pas allé chercher l'appui cortical. Non, cliniquement, l'os était tout à fait correct, sinon j'aurais fait le choix de cimenter la prothèse au dernier moment. Mais... On va arrêter la discussion parce qu'on est arrivé au bout du temps. Thank you Peter, thank you Arun.